500 millions, c'est le nombre d'obèses dans le monde en 2012. Un chiffre qui a doublé en 30 ans. Avec plus d'un tiers d'adultes en surpoids et un autre tiers d'obèses, les États-Unis détiennent le triste record de pays le plus gros de la planète, talonné de près par l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Égypte ou encore le Canada. Et contrairement à l'idée reçue, les pays occidentaux ne sont pas les seuls à voir leur population grossir. Mais les États-Unis détiennent un autre record, celui du nombre d'animaux de compagnie obèses. Ils sont 88,4 millions, dont 53% des chiens et 55% des chats. Un phénomène d'autant plus inquiétant que tous les animaux qui vivent près des hommes semblent voir leur tour de taille s'élargir, qu'il s'agisse d'animaux des villes ou des champs. Malgré eux, les animaux ont adopté notre mode de vie. Surconsommation, accès pléthorique à une nourriture trop riche en gras et en sucre, sédentarité et manque d'activité physique. Même cause, même conséquence. La santé des animaux obèses est dangereusement compromise. Comme nous, ils développent du diabète de type 2, des problèmes cardiovasculaires ou d'articulation et voient leur espérance de vie réduite. Tandis que les vétérinaires s'alarment, les industriels en profitent pour inonder le marché de produits censés aider les animaux à perdre du poids, en misant notamment sur l'allégé. Le problème ne résiderait-il pas justement dans l'assiette, ou plutôt la gamelle? L'industrie agroalimentaire utilise désormais les mêmes ficelles dans la nourriture pour animaux que celles employées depuis longtemps pour les humains. Ce qui explique en grande partie l'épidémie d'obésité qui frappe l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest. Ce n'est qu'une histoire d'argent et de business. Notre mode de vie nous condamne-t-il à grossir inexorablement, entraînant avec nous nos fidèles compagnons? Une course contre la montre s'est engagée pour enrayer ce phénomène, course à laquelle les scientifiques tentent d'apporter des réponses et des solutions. Est-il déjà trop tard ou peut-on encore inverser une tendance qui risque à terme de mettre en péril la vie de millions d'individus et d'animaux? Les espèces parviendront-elles à s'adapter à temps à un régime alimentaire auquel l'évolution ne les a pas préparées? Mr Big a un nom prédestiné. Son activité préférée? Rester lové sur des coussins moelleux et éviter tout déplacement inutile. Il ne quitte le lit qu'à l'heure des repas. À 9 ans, ce chat est devenu Mr Very Big. Coucou. Allez, viens me voir. Je vous présente Mr Big. Et vous le voyez là dans son activité principale. C'est sûr que ça n'aide pas à perdre du poids. Je l'ai depuis environ 6 ans. Ses anciens propriétaires ne pouvaient ou ne voulaient pas payer l'opération chirurgicale dont il avait besoin pour soigner une obstruction urinaire. Il n'avait que 3 ans. Je l'ai ramené chez moi pour le week-end et au final, ça fait 6 ans qu'il est ici. Il a déjà perdu 3 kilos en 1 an. À son poids maximum, il avait atteint 15 kilos. Mais avec les médicaments qu'il prend parce qu'il souffre d'arthrose au genou et quelques changements dans son alimentation, il a perdu 3 kilos. Viens, mon grand. Viens, Big. Allez. Attendez, je vais passer de l'autre côté. Viens ici. Pas toi. Quel gros matou. Bon chat. C'est un bon chat, ça. Il a une carrure de rugbyman. C'est pas évident de l'attraper par la peau du cou. D'après le vétérinaire, son poids idéal serait de 5,5 kg. Je doute qu'on y arrive un jour. Oui, ronronne. Ça fait brûler des calories, c'est bien. Le problème d'une maison avec plusieurs chats, c'est que chacun a des besoins différents. L'idéal pour Big, ce serait qu'il ne puisse pas se servir librement, de pouvoir rationner sa nourriture. Et quand on a autant de chats, c'est impossible.
À part ça, il est plutôt en bonne santé. C'est un chat joyeux, qui court, qui joue. Ah bon, il peut courir et jouer? Oui. On peut faire un essai. On va dans le salon? Il a un jouet qu'il adore. Tu nous montres? Allez, grimpe. Oui, bon chat. Tu veux une friandise? Voilà. Et voilà. Ce sont des friandises naturelles. Ils ont l'air d'adorer ça et en plus, elles sont censées être anti-boules de poils. Ici, la diète n'est pas vraiment drastique. Après les friandises, une bonne ration de croquettes. Il est le seul à avoir besoin d'une chaise comme marchepied pour grimper sur la table. Spaghetti, viens ici. Cette maison est une véritable arche de Noé. Nombre d'animaux abandonnés à cause de leur santé défaillante trouvent ici refuge. Et leur problème de santé, c'est souvent leur surcharge pondérale. Les chiens de Samantha sont loin d'être des poids-plumes. Vous avez des chiens aussi? Oui, lui c'est Sal. Bon chien. Et voilà Frankie. Elle fait autour de 40 kilos alors qu'elle devrait peser 35, 36. Elle a 4 kilos à perdre. Le problème, c'est qu'elle n'aime pas jouer, contrairement à lui qui adore ça. Elle refuse de jouer avec lui. La plupart des chiens courraient après la balle, mais pas elle. Comme vous le voyez, elle préfère rester allongée au coin de la terrasse et regarder. Je suis sûre que si elle avait le droit de monter sur le lit, elle passerait ses journées couchée à côté de Mr. Big. Viens là, ma grande. Bon chien. Oui, toi aussi. Bon chien. Maintenant qu'on a joué avec les chiens, allons voir où est Mr. Big. Il n'est pas dans le salon. Il est couché sur le lit. Alors, Mr. Big, tu risques pas de brûler des calories comme ça? Viens me voir. Allez, viens. Viens là. Il passe toutes ses journées comme ça. Il ne se lève qu'en m'entendant rentrer parce qu'il sait que le dîner va être servi. Comment les propriétaires peuvent-ils laisser grossir leurs animaux à ce point-là? Parce qu'ils aiment leurs compagnons plus que tout et les considèrent comme des membres à part entière de leur famille, nombre de propriétaires ne résistent pas à leurs miaulements et yeux implorants. Surtout qu'ils se sentent coupables de les laisser seuls toute la journée. À ces facteurs psychologiques s'ajoute une méconnaissance des besoins nutritionnels de l'animal. Les propriétaires d'animaux ne se rendent pas compte qu'ils suralimentent leurs animaux. Ils ne pèsent jamais la nourriture. La plupart remplissent les écuelles dès qu'elles sont vides, sans se poser de questions.
Sans compter les à côté. Qui n'a jamais été tenté de donner une croûte de fromage sous la table? Or, le moindre reste, anodin en apparence, peut coûter très cher sur la balance. Pour un chien, un cookie équivaut pour un humain à une barre chocolatée et pire encore, un toast à un hamburger. Donner à son chat un morceau de fromage revient à lui faire ingérer 4 barres chocolatées, égard au verre de lait dont l'apport calorique est égal, pour nous, à 4 hamburgers. Pire que tout, un animal bien potelé émeut, voire amuse ses propriétaires, comme en témoignent les vidéos amateurs qui pullulent sur la toile. One more time. Come on. Good job. Good job. Come on. Yay. C'est ce qui a poussé le vétérinaire Ernie Ward à faire du combat contre l'obésité animale son cheval de bataille. Hi. Good morning. Il y a 8 ans, il a fondé l'APOP, l'Association de prévention contre l'obésité des animaux domestiques. Avant 2005, date à laquelle j'ai créé l'association, quand j'essayais de parler du problème que constitue l'obésité animale, ça faisait rire les gens. On me répondait qu'un gros chat était un chat heureux, un chien potelé un animal qui aimait la vie. Aujourd'hui, d'un seul coup, on se rend compte qu'elle nous coûte des dizaines, si ce n'est des centaines de millions de dollars par an, en soins médicaux qui auraient pu être évités, qu'elle réduit l'espérance de vie des animaux et fait apparaître des maladies qu'on n'aurait jamais dû voir. Une bataille qu'il mène tambour battant auprès de ses clients dans sa clinique vétérinaire, mais aussi en parcourant le monde pour donner des conférences. Reconnu pour son action et sa ténacité, il est aussi redouté pour son franc-parler. On sait que le problème de santé numéro 1 des animaux domestiques en Amérique est le surpoids, aussi bien chez les chiens que chez les chats. Quand on soigne un chat pour des problèmes rénaux, on sait qu'il y a de grandes chances pour que ceci soit dû en partie, voire totalement à un surpoids. Quand je vois arriver un chien avec une arthrite invalidante, je sais que c'est le surpoids qui en est à l'origine, quasiment à chaque fois. En tant que vétérinaire, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je me devais d'intervenir. Alors j'ai décidé d'en faire mon cheval de bataille. Et il n'est pas le seul. À la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Caroline du Nord, un service est entièrement dédié à la lutte contre l'obésité animale. S'étendant sur 10 000 m², la clinique Terry Center est l'une des plus vastes des États-Unis et sans doute mieux équipée que nombre d'hôpitaux publics. 20 000 animaux domestiques y sont soignés chaque année. Et ici comme ailleurs dans le pays, le nombre d'animaux en surpoids ou obèses va croissant. Bonjour, Kliban a rendez-vous avec le docteur Gruen. Kliban, le chat de Jessica, a un problème de poids. Il est suivi depuis 3 semaines par les équipes de la clinique. Jessica vient chercher les résultats des premières analyses auprès de la vétérinaire comportementaliste Margaret Gruen. Bonjour, ravie de vous voir. Moi aussi. Salut Kliban, comment ça va? Lui n'est pas ravi. Je me doute. Vous venez avec moi? On va se rendre dans la salle d'examen. Pour commencer, on va sortir Kliban de sa cage et voir combien il pèse aujourd'hui. Bonjour toi. Bonjour. Bien. Allez, viens. Viens par ici, mon grand. Tout ce que tu me dis? Voilà, c'est bien. Kliban souffre de plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on va regarder les radios qu'on a faites parce qu'il a une maladie articulaire. Il est également en surpoids. C'est un gros chat et ça contribue à aggraver ses problèmes d'articulation et son manque d'activité. Il a toujours été un peu potelé. C'est un chat rond. C'est comme ça. C'est un gros pépère, que voulez-vous? Il porte très bien ses kilos. Bien, monsieur. Voyons voir combien tu pèses aujourd'hui. Hop, sur la balance. Il pèse 7,26 kilos. C'est un gros matou.
Étant donné sa taille, il devrait peser, je dirais, entre 5 et 6 kilos. Il dépasse bien. Il est en surpoids. Perdre 2 kilos ne semble pas insurmontable. Pourtant, en proportion, Kliban doit perdre près d'un tiers de son poids. Comme si l'on demandait à un homme de 90 kilos d'en perdre 25. Voilà les radios de Kliban. Là, c'est sa tête, et sa queue se trouve là-bas. On observe une traînée ici qui descend le long de la colonne et qui vient dans la zone pulmonaire. On peut voir qu'il a pas mal de graisse. C'est de la graisse, ça? Oui, c'est de la graisse. Ensuite, il a aussi de la graisse autour du cœur. Sur ce cliché, sa tête est là-haut, sa queue en dessous, et il est couché sur le dos. On peut voir de la graisse autour de son cœur. Et ce n'est pas bien? Ce serait mieux s'il n'y en avait pas. Les chats plus légers n'en ont pas. Jessica n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Elle a maintenant rendez-vous avec la nutritionniste Corinne Secker. Depuis combien de temps a-t-il des problèmes de poids? Ça a toujours été un gros chat. Il a déjà eu des périodes bien pires qu'en ce moment. J'ai réussi à lui faire perdre un peu de poids, mais si je lui donne moins à manger, il a faim et me réveille la nuit pour que je le nourrisse. Mais je dirais qu'il a toujours été gros. Je l'ai eu tout petit, il était orphelin. C'est un chat magnifique. Merci. Pour évaluer dans quelles conditions physiques se trouve Kliban, la vétérinaire commence à lui palper les côtes, puis l'abdomen, avant de l'observer sous tous les angles. Ce simple examen lui permet de déterminer si le chat est en surpoids grâce à une classification de corpulence. Ceci est notre système de notation de l'état corporel d'un animal. C'est une échelle qui va de 1 à 9 points. Un état corporel de 1 correspond à un animal très émacié, avec une absence totale de couverture graisseuse. Ce n'est pas un état acceptable. À l'opposé, tout en bas de l'échelle, 9 points signifie que votre animal est sévèrement obèse. Quand vous regardez le chat de cette image, ce que vous constatez, c'est qu'il n'a plus du tout la forme d'un sablier vu du dessus. Il est plus rond, ou disons ovoïde. À l'heure actuelle, je dirais que votre chat est à 8 sur 9. Très gros donc. Il est au stade de l'obésité modérée. On préférerait le voir là, sur l'échelle, dans l'idéal, juste au milieu. Un chat bien proportionné, avec une taille visible quand on se place à côté ou au-dessus. Le verdict est sans appel. Kliban doit suivre d'urgence un régime. Mais parfois, cela ne suffit pas. La clinique propose alors un programme médicalisé pour favoriser la perte de poids. Bentley est l'un de ses patients en cure. Renversé par une voiture un mois auparavant, il est resté immobilisé et a grossi. Son programme minceur commence chaque matin par un étonnant cours de gym sur stepper aquatique. Si on veut évaluer sa corpulence, ce chien est approximativement à 7,5, 8 sur une échelle de 9. Mais il a déjà perdu du poids à l'hôpital avec un régime spécifique et un programme d'exercice physique. Vu son état de santé, on l'immerge généralement jusque-là, au niveau des épaules. L'eau lui facilite la tâche en l'aidant à tenir debout et dans le même temps, elle améliore ses fonctions motrices. Actuellement, on lui fait faire des séances de 10 à 15 minutes, 2 fois par jour. Bentley a de la chance.
Il a été hospitalisé à temps et peut encore se mouvoir, même avec difficulté. Ce qui n'est pas le cas d'Amy, incapable de se tenir sur ses pattes tant elle a grossi. Je vous présente Amy, une chienne Terre-Neuve de 9 ans. Elle souffre de multiples problèmes orthopédiques chroniques, auxquels s'ajoute un problème d'hypothyroïdie, et elle est en surpoids. Elle est à 9, la note maximale de notre système d'évaluation de l'état corporel des animaux. Elle faisait 71 kilos à son arrivée et elle est à 63 maintenant. Il faudrait qu'elle perde encore 10 kilos minimum. Aujourd'hui, on ne lui fait pas faire d'exercice parce qu'elle va passer des radios et subir une arthrosynthèse pour ses problèmes orthopédiques. Allez, Amy, il faut y aller. À 3, on se lève. C'est parti. 1, Allez, ma belle. 2, 3. Voilà, c'est bien. Bravo. C'est parti. Allez, avance. C'est bien. Oh, je sais, tu n'aimes pas ce sol, mais tu t'en sors très bien. Allez, avance. Continue, Amy. Allez, encore. Vas-y, ma belle. Tu peux y arriver. Allez, Amy. Vas-y. Tu peux le faire. Il va nous falloir un chariot. Oui. Bon chien. There we go. Good girl. Amy. She got a card on the side here, yeah, I guess so. Good job. Okay, you were a good dog. That was a big deal, wasn't it? Okay. Amy a déjà été opérée de la hanche. Ce sont désormais ses articulations qui craquent sous l'effet de son poids. Une nouvelle intervention chirurgicale sera sans doute nécessaire. Un ultime recours quand régime et exercice encadrés médicalement ou non arrivent trop tard. L'obésité est l'un des problèmes les plus importants auxquels nous devons faire face. L'obésité nous empêche de guérir les animaux souffrant de maladies articulaires. Elle empêche le bon rétablissement des animaux ayant eu une fracture ou une intervention chirurgicale pour un problème articulaire. Mais c'est aussi l'un des principaux moteurs connus du développement de l'arthrose chez les chiens. L'excès de graisse n'est pas sans conséquence. Il produit en réalité des médiateurs et des substances pro-inflammatoires qui peuvent déclencher et accélérer la progression de l'arthrose. La graisse est active. Elle agit sur le métabolisme et altère le fonctionnement du corps. Il nous arrive maintenant de remplacer totalement une hanche, des articulations, par des prothèses chez nos patients canins. Good morning. Good morning to you. Hello. L'obésité ne s'arrête pas aux chiens et aux chats. Elle touche aussi les oiseaux, les poissons, les hamsters, les gerbilles. Bref, dès que nous commençons à poser la main sur un animal et à lui remplir sa gamelle, nous l'engraissons. Et je suis même particulièrement inquiet pour la population équine de ce pays. L'obésité est un problème majeur chez nos chevaux. Shannon Pratt-Phillips mène une étude sur l'obésité des équidés depuis 4 ans.
Elle travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires de la région, comme Richard Mansman. Il vient de recueillir un cheval visiblement en surpoids, qui pourrait être un bon sujet d'étude pour Shannon. Comme pour les chats et les chiens, l'examen commence par une palpation. Vous voyez, il y a un petit amas de gras là, sous la crinière, ainsi qu'ici sur le col. On sent aussi une sorte de poche de graisse juste là, derrière son épaule. Je lui donnerais probablement une note de 7 sur 9, 9 correspondant à une obésité sévère. Il a des risques de développer une résistance à l'insuline et de contracter la laminite dans quelque temps. La laminite est une inflammation des tissus qui attache le sabot au pied du cheval. Une maladie tellement douloureuse qu'elle empêche les chevaux de marcher. C'est parce qu'il était en surpoids que Sweet Pea, le poney de Wendy, l'a contracté il y a 10 ans. Une sévère diète lui a permis de perdre du poids, mais le mal est fait. Il ne peut désormais marcher sans ses chaussures orthopédiques et passe des visites médicales tous les mois. Le risque principal pour les chevaux en surpoids, c'est de développer une laminite ou fourbure. Il s'agit d'une inflammation. L'os commence alors à basculer en avant à l'intérieur du sabot. Ce basculement provoque une douleur équivalente à celle que vous allez ressentir si vous vous tapez sur les doigts avec un marteau. C'est le genre de douleur fulgurante que les chevaux atteints de fourbure connaissent. Sweet Pea a trinqué. Pour savoir comment évolue la maladie, Richard va faire des radios au sabot du poney. Voilà la radio de son pied gauche prise aujourd'hui, et celle-là a été faite en février dernier, quand la douleur était très forte. Ça devrait être parallèle, et ça ne l'est plus. Alors on va essayer de rectifier ça. On va limer l'arrière de la sole sur 2 tiers pour repositionner l'os à l'intérieur du sabot. Pas de solution miracle pour réduire la douleur causée par la laminite. Kurt va procéder à une sorte de pédicure pour tenter de repositionner l'os à l'intérieur du sabot. Une opération qu'il devra recommencer plusieurs fois dans l'année. Montant du traitement, 4 000 $ par an, soit 3 000 €. Les cas de laminite sont si fréquents chez les chevaux en surpoids que certains vétérinaires se sont spécialisés dans la rééducation des équidés souffrant de cette pathologie. Le haras de Kirsten Tillotson accueille ainsi plusieurs patients. Celui-là souffre de laminite ou fourbure, une maladie que développent les chevaux obèses. C'est pour ça qu'elle avance lentement. Et ce poney est là pour des problèmes de poids. Très impliquée elle aussi dans la lutte contre l'obésité des équidés, elle n'a pas hésité à investir dans des équipements haut de gamme pour aider les animaux en surpoids à retrouver la ligne. Ceci est un marcheur européen. Ils ont chacun un compartiment à l'intérieur et ils tournent en rond. On peut modifier la vitesse. S'ils marchent très lentement, comme lui, on fait en sorte de ne pas les bousculer. Et si on veut les faire trotter pour leur faire brûler plus de calories, il suffit d'augmenter la vitesse. Ils ont une grande liberté. Ils ont chacun leur compartiment, leur espace. C'est rare que je doive utiliser l'électricité pour les faire avancer. Ils avancent tout seuls. La pratique régulière du manège a porté ses fruits. En 6 mois, ce poney potelé a perdu 8 kilos
et est passé de son poids maximum, 120 kg, à 112. Il lui reste encore pas mal de tours de piste pour atteindre un poids normal. La plupart des propriétaires de chevaux préfèrent que leur animal soit un peu enrobé. Dans leur esprit, un cheval maigre est un cheval maltraité. En plus des pâturages, les chevaux ont eux aussi droit à des friandises. Des aliments souvent trop riches et peu adaptés à leurs besoins nutritionnels. C'est ici qu'on stocke la nourriture. Ce que vous voyez ici est un mélange d'extrudés très riche en graisse. 500 grammes apportent 2000 calories. De pulpe de betterave, c'est ça. Et puis ça, ce sont des granulés plus complets qui contiennent des fibres et des minéraux, des hydrates de carbone. Dans le très chic haras de Kristen, une semaine de rééducation coûte près de 300 $. Pour faire mincir leur poney, ses propriétaires ont déjà déboursé 7 000 $, soit 5 300 € depuis 6 mois. Well, I have a 1-year-old daughter and a 3-year-old son. Le traitement de l'obésité a un coût énorme, quels que soient les animaux touchés. Si vous prenez un chat auquel on a diagnostiqué un diabète de type 2, il va devoir faire des analyses de sang et d'urine, recevoir des injections d'insuline, être suivi régulièrement par le vétérinaire, avoir un régime alimentaire particulier, etc. En moyenne, aux États-Unis, cela coûte entre 1 200 et 1 600 $ par an. Ce sont des dépenses considérables qu'on pourrait parfaitement éviter. D'après les compagnies d'assurance, l'obésité et les problèmes de santé qui lui sont associés ont coûté 25 millions de $ en 2010. Petplan, l'une des principales sociétés d'assurance des États-Unis, a accepté de nous recevoir. Dès lors que vous voulez établir un diagnostic, il faut faire une échographie du cœur qui va coûter entre 250 et 500 $. En ce qui concerne les médicaments, en fonction de la taille du chien, le traitement contre l'arthrite va coûter entre 75 centimes et 3 ou 4 $ par jour, uniquement pour l'arthrite. Le coût est considérable, surtout quand le traitement est un traitement de longue haleine pour soigner des pathologies chroniques comme les allergies, les problèmes orthopédiques, les maladies cardiaques ou systémiques qui dureront aussi longtemps que l'animal vivra. On réfléchit à la possibilité de mettre en place des assurances à prix réduit pour les propriétaires d'animaux en parfaite condition physique. Un animal qui n'est pas en surpoids est moins susceptible de contracter le genre de maladie qui coûte cher. Ça nous paraît être une idée sensée. On n'en est pas encore là, mais c'est une idée qu'on va creuser pour l'avenir. Gouffre financier pour les assureurs, l'obésité est une manne pour le marché des animaux domestiques. Un business florissant s'est développé. Crayons laser ou distributeurs culbuto de croquettes pour inciter les chats à davantage d'activités, gilets de natation pour chiens, sans oublier l'escalier pour voitures ou le stepper d'appartement, voire le monte-escalier pour chiens obèses. Encore à l'état de prototype, il coûterait la bagatelle de 6 000 €. D'authentiques clubs de sport canins ont même été créés, comme ici en plein centre-ville de Philadelphie. Chad était architecte, mais il s'est reconverti pour travailler avec sa femme Christina, vétérinaire. Leur club de gym connaît un succès auquel il ne s'attendait pas. Quand on a ouvert, on pensait s'adresser essentiellement aux citadins. Mais on s'est aperçu que parmi nos clients, certains faisaient 45 minutes ou même 1 heure de route pour venir chez nous. Je ne sais pas si je ferais ça pour mon chien, mais nos clients sont des maîtres très dévoués. Nadine est une habituée de ce club de gym canin. Elle installe elle-même le seau de haie, censé faire bouger son chien Jimmy.
C'est elle aussi qui dirige la séance. Ready? 1, 2, 3, come on. Come on, let's go. I know you're tired. On vient à peu près une fois par semaine l'hiver quand il ne fait pas beau et l'été quand il fait vraiment trop chaud. Il a tendance à prendre du poids. On fait attention à sa nourriture, on limite les friandises, mais il ramasse ce qu'il trouve dans la rue. Alors on a commencé à l'amener ici et il a déjà perdu 1 kilo depuis, rien qu'en faisant les exercices de saut. Donc on essaie de venir une fois par semaine, c'est un bon rythme. En plus il adore, il est ravi. Pour avoir simplement accès au saut d'obstacles, Nadine débourse 12 € pour une demi-heure. Un business rentable pour Chad. Le tapis de course immergé coûte 33 $ la demi-heure, s'il ne s'agit que de faire faire du sport à votre animal. Dans ce cas-là, on vous laisse gérer vous-même la machine. À votre première visite, on vous explique son fonctionnement. On s'assure que l'animal est suffisamment en bonne santé pour en faire, on le fait monter dessus et après c'est à vous d'entraîner votre chien pendant une demi-heure comme un coach sportif. Dans le business de l'obésité, c'est de loin l'industrie alimentaire qui engrange les plus copieux bénéfices. Le marché de l'allégé progresse de 35% chaque année et profite autant aux grandes marques vendues en supermarché qu'aux plus petites qui misent sur le bio, susceptibles d'être meilleures pour la santé. Estampillés naturels, ces nouveaux labels vont jusqu'à proposer des biscuits au parfum pour le moins étonnant, comme le gingembre, le poulet parmesan ou encore la pizza au poivron. Et pour l'anniversaire de Fifi, comment résister à ces cupcakes dignes des meilleures pâtisseries, puisqu'ils sont garantis bons pour la santé de votre animal. Un Américain sur 2 possède un chien ou un chat, soit une population totale de 164 millions de compagnons à 4 pattes. Un énorme marché pour l'industrie alimentaire pour animaux, qu'elle vende de l'allégé ou pas. En 2011, d'après le Pet Food Institute, elle a engrangé 18,6 milliards de dollars de bénéfices, soit près de 13 milliards d'euros. En France, où 2 foyers sur 3 possèdent un animal de compagnie, l'alimentation est aussi le principal poste de dépense des propriétaires qui y consacrent chaque année 2,5 milliards d'euros. L'allégé y progresse aussi, même si l'obésité ne toucherait pour le moment que 15 à 25% des 18 millions de chiens et de chats. Ces chiens et chats ne réclament pas à manger parce qu'ils ont faim, mais parce que leur cerveau a subi des altérations causées par le sucre et le gras qui se trouvent dans leur nourriture. À cause de nous, des millions et des millions d'animaux sont devenus accros à ces ingrédients. Notre cerveau aussi a connu ces altérations. Nous sommes devenus dingues du sel, du sucre et du gras. Et maintenant, c'est au tour des chiens et des chats. L'industrie agroalimentaire l'a compris et manipule les recettes de ces produits en conséquence. Elle a beau nous servir tout un tas d'excuses, du genre on rajoute du sucre pour que ce soit plus énergétique, ou bien pour que la friandise soit de meilleur goût. Moi, je ne marche pas. On est dans un phénomène d'addiction. Soyons clairs là-dessus. Avons-nous transformé nos animaux domestiques en drogués de la nourriture, comme l'affirme Ernie Ward? Nous poursuivons l'enquête en France, à l'Institut national de recherche agronomique de Saint-Gilles, près de Rennes. David Vallaillet y dirige l'unité de recherche sur la nutrition humaine depuis 2008. Il étudie comment notre alimentation peut altérer non seulement notre santé, nos comportements, notre digestion, mais aussi le fonctionnement de notre cerveau. Les études y sont réalisées sur des mini-porcs. Alors, le mini-porc est un excellent modèle pour la recherche biomédicale et plus précisément pour les recherches en nutrition et au niveau du cerveau. Alors, d'une part, le porc est très proche de l'homme d'un point de vue digestif, anatomique, physiologique. Il a un cerveau qui est très proche aussi de celui des primates non humains, donc un cerveau d'une très grande taille qui nous permet de faire de l'imagerie avec une très bonne résolution spatiale et donc de pouvoir faire des comparaisons avec l'homme beaucoup plus facilement. Donc là, on se trouve dans une salle qui permet d'étudier le comportement alimentaire des animaux. Donc autour de vous, vous trouvez 5 cages qu'on appelle cafétéria,
où les animaux peuvent subir différents tests de comportement alimentaire. Dans cette configuration-là, l'animal peut choisir entre 3 aliments différents. Et donc, par exemple, on peut lui proposer un aliment qui est équilibré, qui répond à ses besoins nutritionnels de manière optimale, un aliment qui peut être déséquilibré en faveur des lipides, donc du gras, ou un aliment qui va être plutôt riche en sucre. Et classiquement, quand on fait ce test de choix sur ces 3 différents aliments, les animaux, qu'ils soient adultes, jeunes, obèses ou à l'état sain comme celui-ci, ils vont presque toujours s'orienter vers l'aliment sucré. À 90%, manger de l'aliment sucré, donc demander aux distributeurs de leur donner de l'aliment sucré, plutôt que de l'aliment gras ou de l'aliment équilibré. Donc on retrouve là des préférences très similaires à ce que l'on pourrait observer chez les adultes ou les enfants humains. Comment expliquer un tel consensus pour le sucré? Pour certains scientifiques, ce goût proviendrait de notre instinct de conservation. Dans la nature, l'amer et l'acide sont souvent signes de toxicité, contrairement au sucré qui présenterait beaucoup moins de dangers. Mais l'explication est aussi à chercher dans le cerveau. Le goût sucré déclencherait les circuits cérébraux du plaisir. Pas étonnant alors que les industriels en abusent. De plus en plus, dans les produits transformés que nous consommons au quotidien, il y a des ingrédients dont on ne soupçonne même pas l'existence. Il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de sucre ajouté, même dans une boîte de maïs par exemple, vous regardez, vous avez du sucre ajouté. Quel impact le sucre a-t-il sur la santé? C'est justement l'un des principaux thèmes de recherche de David. Donc ils ont été soumis à un régime obésogène, donc à la fois très sucré et un peu gras, pendant plusieurs mois. Et donc on a suivi leur évolution pondérale, donc la prise de poids, l'évolution de leurs préférences alimentaires, de leur comportement alimentaire. Et donc ces animaux maintenant, on va passer en imagerie cérébrale pour essayer de voir ce qui s'est passé dans le cerveau. Stop. Donc ça c'est un gusto-tomate, donc ça permet de diffuser par exemple une solution, donc là c'est une solution sucrée qu'on a colorée pour que ce soit plus visible, mais c'est une solution sucrée qu'on va diffuser ensuite sur la langue de l'animal. Alors là, vous pouvez voir le cerveau de l'animal. Donc là, vous avez sa tête avec son groin qui est vers la droite de l'image, l'arrière de son crâne, son front. Donc quand on expose les animaux à une stimulation, par exemple aujourd'hui stimulation gustative sucrée, ce que l'on va observer, c'est l'activité cérébrale en temps réel suite à la stimulation sucrée sur la langue. Donc on va pouvoir identifier les régions du cerveau qui s'activent en réponse au sucre sur la langue. Même une fois que l'animal est anesthésié, le cerveau est toujours capable d'interpréter les signaux qui lui parviennent de son environnement. Tu peux l'avancer. Avancer. On a comparé 2 groupes d'animaux, un groupe d'animaux sains, avec un autre groupe d'animaux qui ont été exposés pendant plusieurs mois à un régime obésogène, donc très gras, très sucré, très calorique. Et on a regardé au niveau de ce cerveau s'il y avait des différences d'activation. Chez un individu au point normal, la stimulation sur la langue provoque immédiatement une activation des zones du cerveau responsables du plaisir. Elles sont clairement identifiables à ces marques jaunes, proches du niveau maximal représenté en rouge. Chez l'individu obèse, en revanche, le cerveau ne réagit presque plus. Les marques passent du jaune au vert, voire au violet. La solution sucrée ne provoque qu'un très faible plaisir. Il faut augmenter la quantité de sucre pour que le cerveau envoie enfin des signaux de satisfaction en libérant de la dopamine. En d'autres termes, il faut manger plus ou encore plus sucré pour éprouver du plaisir.
Pas un carré de chocolat, mais une barre, voire la tablette complète. L'obésité va provoquer, au bout de quelques semaines ou quelques mois, des altérations au sein même du cerveau, au cœur même du cerveau, c'est-à-dire une perturbation du fonctionnement de certaines zones du cerveau. Ce résultat a été observé également chez les hommes obèses et les femmes obèses. Les causes de l'obésité sont donc plus complexes que ne le laisse entendre la culpabilisante équation « trop de nourriture, pas assez d'exercice ». C'est un cercle vicieux qui fait que plus l'on prend du poids, plus on a de risques d'en prendre puisque le cerveau réclame toujours davantage de sucre ou de gras pour atteindre le stade du plaisir. C'est donc au niveau du cerveau que la recherche se penche désormais. Nous recherchons d'autres pistes thérapeutiques, donc par exemple aller modifier la communication entre l'estomac et le cerveau en stimulant un nerf, le nerf vague, qui est une grosse autoroute de l'information et qui véhicule notamment tous les signaux de satiété, qui disent à notre cerveau qu'on a suffisamment mangé. Après les régimes hyperprotéinés, les anneaux gastriques, le traitement de l'obésité passera-t-il par des solutions chimiques et seront-elles sans danger pour la santé? Certains ont fait le choix de repartir à zéro et d'éviter au maximum les aliments transformés. Il y a 5 ans, les vétérinaires du zoo de Caroline du Nord constatent un phénomène inquiétant. Les gorilles, pourtant nourris de façon calibrée et sans excès, prennent étonnamment du poids et développent des maladies corollaires, notamment cardiaques. Comment expliquer un tel phénomène? Stress? Apathie? Nourriture inadaptée? Les vétérinaires décident de réagir immédiatement en changeant radicalement le mode de vie des primates. En 2008, on a changé l'alimentation de nos gorilles. On a été l'un des premiers zoos à prendre la décision d'arrêter de nourrir les gorilles avec des biscuits industriels pour singes. Ce sont des biscuits très nutritifs et enrichis avec certains ingrédients. On les a supprimés de leur alimentation et on les a remplacés par plus de verdure et de légumes. Ça a permis de réduire les glucides et les féculents et d'augmenter l'apport en fibres. Leurs repas sont désormais bien plus proches de ce qu'ils pourraient trouver dans la nature. Il est 7 heures et comme tous les matins dans les cuisines, 5 employés pèsent et découpent minutieusement de superbes légumes frais. Une cantine scolaire exemplaire? Non, la salle de préparation de la nourriture pour les animaux du zoo. Aujourd'hui, nous avons plein de verdure pour les gorilles. Ils vont avoir tout un tas de choses. Des feuilles de laitue, du chou frisé, de la romaine, du poivron vert, du céleri, des carottes, des avocats, des kiwis, plein de bonnes choses très saines. Nos gorilles mangent certainement bien mieux que beaucoup d'humains. T'es prêt, mon grand? Tu as faim? C'est parti. Les soigneurs ne se contentent pas de proposer une nourriture plus saine aux gorilles. Ils les poussent aussi à faire des efforts pour l'obtenir, comme ce serait le cas dans leur environnement naturel. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu, qui consiste à multiplier les opportunités d'interaction entre l'animal et son environnement. On leur cache souvent la nourriture dans des jouets. Ça stimule les animaux mentalement. On cache les jouets un peu partout dans l'enclos. Ça force les gorilles à bouger pour les trouver. Et une fois qu'ils ont trouvé le jouet, ils doivent trouver le moyen d'en sortir la nourriture. Quand ils ont réussi, ils passent au jouet suivant. Ça les occupe. Ils ne se contentent plus de faire 3 pas jusqu'à la nourriture, manger et dormir le reste de la journée. Avec ce changement d'alimentation, avant 2008, on nourrissait les gorilles 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Résultat, ils se gavaient le matin et passaient le reste de la journée à faire la sieste. Depuis qu'on est passé à une alimentation plus saine, on les nourrit 4 fois par jour. C'est tout, mon grand. Merci, j'ai fini. Ça représente un coût à peu près 3 fois supérieur à celui des biscuits qu'on leur donnait avant.
Avec les biscuits, on approchait les 17 000 $ par an. Depuis 2008, avec ce nouveau régime alimentaire, on dépense, je crois, 56 000 $. Ce n'est pas négligeable comme augmentation, mais ça en valait le coup. Le temps et l'argent supplémentaires qu'on consacre à leur alimentation permettent à ces gorilles d'être en meilleure santé. Et on espère, grâce à ça, augmenter leur espérance de vie aux zoos. On pourra peut-être apprendre 2 ou 3 trucs en plus sur leur activité dans la nature et essayer de les reproduire dans la mesure du possible en captivité. Si l'obésité suscite une prise de conscience collective, toute la difficulté réside dans les moyens à mettre en œuvre pour la combattre. C'est parce que le zoo de Caroline du Nord est le plus important des États-Unis après celui de San Diego qu'il a pu consentir à un tel effort financier. Paradoxalement, manger plus sain coûte plus cher que consommer des produits transformés, que ce soit chez les humains ou les animaux. Et plus ces derniers vivent au contact des hommes, plus ils grossissent et développent des maladies similaires aux nôtres. Plus grave encore, de récentes études révèlent que d'autres animaux qui vivent à proximité des hommes commenceraient aussi à être touchés par le surpoids, comme les rats des villes ou les pigeons. Jusqu'où cette pandémie d'obésité ira-t-elle et peut-on encore l'enrayer ?